On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'escadron 613 des cadets de l'air de Saint-Jean-Iberville parce qu'il y a une activité en fin de semaine au Maxi à Saint-Jean. Mais d'abord, on vous présente la nouvelle présidente du conseil d'administration du Conseil économique et tourisme du Haut-Richelieu. C'est la présidente du groupe Cambly, Mme Véronique Touga. Le Conseil économique et tourisme du Haut-Richelieu a maintenant une nouvelle présidente en la personne de Véronique Touga. On vous la présente à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Fait plaisir. Véronique Touga, qui est également la présidente du groupe Cambly, entreprise qui est établie ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Expliquez-nous un peu tout d'abord dans quelles circonstances vous êtes arrivée à la tête du Conseil économique pour prendre la relève de Renel Bouchard, qui évidemment avait d'autres chats à fouetter. Évidemment, il s'est réinvesti dans le projet du Canada français et d'autres journaux au Québec. Donc, pourquoi votre arrivée aujourd'hui au Conseil économique? Bien, tout d'abord, moi, mon entreprise, j'ai toujours fait affaire avec le Conseil économique. Pour moi, je valorise beaucoup le Conseil économique. Ça a été d'une grande aide. Cambly a vécu la crise en 2013-2014 et j'ai fait affaire avec mon Conseil économique. Ils ont une place particulière dans mon cœur, disons-le comme ça. Donc, j'ai jamais perdu le lien. Donc, j'ai toujours été vraiment très en lien avec l'ancien CLD comme le nouveau Conseil économique. Donc, c'est sûr qu'ils ont procédé à des approches. Donc, ils ont fait des approches pour aller chercher un président de conseil. Je devais répondre à certains critères, j'imagine, qui leur plaisaient. Et ça a été long, compliqué, dans le sens où... La réflexion? La réflexion, bien, pas tant la réflexion. D'emblée, j'ai refusé parce que je me disais, moi, quand j'entre dans un projet, j'entre à fond. Je peux pas y aller à moitié. J'ai un emploi du temps très chargé. Je dirige une entreprise qui est en pleine croissance, qui se transforme et tout ça. Et je peux pas arriver là. On ne veut pas négliger. On ne veut pas négliger, tout à fait. Mais plus j'y réfléchissais, plus je discutais avec des gens autour de moi, plus ça faisait du sens. Donc, j'ai fini par accepter. Et ça a pris combien de semaines entre la fois où vous avez dit non et la fois où vous avez dit oui? Bien, quelques semaines. Je dirais quelques mois même et tout. Je vous dirais que les approches ont été faites, quelques approches en peut-être 3-4 mois, mais... Est-ce qu'il y a une approche qui a été plus convaincante que d'autres? Oui, évidemment, la dernière approche a été plus convaincante. Je pense qu'ils ont utilisé les bons arguments pour me convaincre, mais ceci dit, c'est l'intérêt économique de la région. Puis Cambly est un acteur important dans la région. C'est certain que c'est ce qui... je pense que je peux faire un travail important au sein du conseil qui va non seulement aider Cambly, mais c'est surtout l'intérêt économique de la région. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire oui. Puis je pense que je le prends au sérieux, mon rôle. Bien, parlez-nous de vous, parlez-nous du groupe également, parce que, bon, pour moi, c'est un acquis, mais pour les gens qui ne connaissent pas le groupe, vous êtes dans le transport de l'argent, le transport des valeurs. Quand on se promène dans le parc industriel sur la rue, le prolongement de la rue Saint-Louis, on remarque évidemment les installations du groupe. Donc, vous êtes président depuis 8 ans, mais vous êtes au groupe Cambly depuis 16 ans maintenant. Donc, expliquez-nous quel type d'entreprise il s'agit. Oui. Donc, à la base, on est une entreprise familiale. Donc, j'aime dire que le transport de fonds, en fait, mon grand-père a amené le premier camion, a vendu le premier camion blindé à Saint-Jean. Donc, c'est lui qui a débuté cette activité-là. Et ça a été repris par mon père dans les années 90. Donc, c'est vraiment une troisième génération, pas tant de l'entreprise, mais du produit. Si on peut dire comme ça, je suis la troisième génération. Chaque génération a ses particularités. Donc, moi, j'ai pris les rênes de l'entreprise en 2010, quoique je suis entrée à titre en comptabilité en 2002. Donc, j'ai commencé à la base. Mais j'ai gravi les échelons, évidemment, toujours avec l'espoir de prendre la tête de cette entreprise-là lorsque mon père serait prêt. Puis, en 2002, lui m'a laissé les rênes de l'entreprise. Alors, vous avez dit tantôt, bon, l'entreprise a traversé des difficultés 2013-14, mais là, vous avez dit aussi que là, actuellement, vous traversez une période de croissance. Oui. Donc, c'est quoi comme industrie? Parce que les gens voient les véhicules, évidemment, près des guichets bancaires ou encore de grosses entreprises. On est dans le transport des valeurs, transport de l'argent, camions blindés, mais en quoi ce produit-là évolue avec le temps? Oui.
Bien, en fait, c'est une expertise. Donc, on est dans un marché de niche. C'est une expertise, comme je disais, qu'on a développée à travers les années. Donc, c'est 60 ans d'expertise. Le camion blindé, certes, mais aussi le camion sécurisé. Donc, nous, on est vraiment dans le domaine de la sécurité. C'est certain que le transport de fonds, c'est un marché qui se consolide. Donc, il y a de moins en moins de joueurs dans le marché. Mais quand tu as peu de clients et que nos clients ont peu de fournisseurs, il y a une relation de confiance qui s'installe. Et c'est vraiment, il faut quand même évoluer, même si on pense que le transport de fonds tend à diminuer. En ce moment, j'ai une croissance impressionnante dans le transport de fonds. C'est ce qui est à quelque part problématique chez nous. Et vos clients, c'est quoi? C'est des groupes dont on voit les bannières qui achètent ces véhicules-là? En fait, ce sont des transporteurs de valeur. On les voit dans la rue, on les voit partout. C'est eux qui ramassent l'argent dans les commerces, dans les banques. J'en ai pas tant que ça. On les voit, ils sont bien identifiés. Là, et ces camions-là, je présume, ont une certaine durée de vie, puis à un certain moment, on doit se procurer un nouveau véhicule. Tout à fait. Et c'est ce qui a causé la crise en 2013-2014. Mes clients avaient d'autres challenges. Donc, ils ont cessé, je dirais, ou ont ralenti les investissements. Quand tu as peu de clients et que ces clients-là ne te commandent pas pendant un certain temps, ça te crée... ça devient lourd financièrement. Puis on a traversé on est passé à travers une crise, je dirais une très, très bonne expérience pour le groupe Cambly. Et en quoi le Conseil économique, à l'époque, vous avait-il aidé à traverser cette période-là? C'est surtout de la mise en contact. Donc, c'était beaucoup de discussions sur comment ça va, est-ce que je peux t'aider avec, à trouver des ressources. Donc, c'était vraiment de trouver les ressources que ça me prenait. Ça a fait partie je dis tout le temps ils ont fait partie de mon redressement. Puis quand on traverse une crise, on a besoin aussi de soutien, de soutien psychologique, je dirais, de notre région. Puis nos employés nous ont soutenus, nos fournisseurs, puis le conseil. Et aujourd'hui, l'entreprise compte combien d'employés? 265 employés. Aïe, 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 quand Donc, même, on a sauvé, à l'époque, on était 175, on a réduit à 130, mais on a sauvé ces 130 employés-là. Et comme je vous dis, on a eu des partenaires extraordinaires qui ont fait qu'on a remonté la pente, mais d'une façon solide, je dirais. Bon. Donc là, finalement, on comprend qu'on vous a convaincu d'accepter la présidence du Conseil économique et tourisme du Richelieu, parce que c'est une entité maintenant au grand complet. Pour vous, c'est quoi les défis d'avenir de la région ici? C'est quoi la vision d'avenir, la vision de l'économie? Est-ce qu'on se positionne à l'international, ce qu'on a fait un peu ces dernières années? Est-ce qu'on consolide localement, ce qui est aussi une volonté du nouveau maire? Bref, c'est quoi votre vision d'avenir pour l'économie ici, pour le développement? Bien, d'abord, je pense qu'on doit bien comprendre c'est quoi les challenges de nos entreprises, là. Puis, il y en a un qui nous rassemble tous, là. C'est un challenge, je pense, qui est commun à tous, c'est le problème de main-d'œuvre. Primo. Okay. Ah oui, primo. Parce qu'on va parler d'innovation. Au Conseil, on parle d'innovation, on parle d'international. Ce sont tous des sujets extrêmement importants dans la situation actuelle. Mais si on n'a pas d'employés ou si les entreprises ne sont pas capables de recruter, ont des problèmes de recrutement, on va aller nulle part. Donc ça, c'est le problème, je dirais, le plus urgent qui nous intéresse, mais à quelque part, il ne faut pas oublier ce qui est important. Il ne faut pas traiter seulement ce qui est urgent, mais ce qui est important. Donc, tout le volet innovation qui va nous aider à traiter ce problème-là aussi. Et voilà, donc on a un beau bassin d'entreprises qui ont beaucoup à donner et qui, malheureusement, on est tous, et j'inclus Cambly là-dedans, très dépendants des États-Unis. Donc, dans la situation actuelle, on veut peut-être développer des marchés à l'international. Puis ça, c'est quelque chose que moi aussi, je peux amener parce que mon entreprise fait beaucoup d'efforts à l'international pour développer d'autres marchés en Afrique, au Moyen-Orient. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent exporter et qui doivent être soutenues là-dedans. Donc, je dirais que le défi premier, c'est de prendre nos entreprises actuelles, de comprendre leurs besoins, puis après ça, de les aider à les propulser. Donc, M. Laplante a tout à fait raison quand il dit qu'il veut propulser les entreprises actuelles. Là. Dans le fond, c'est un juste équilibre. Tout à fait. Parce que d'une part, on veut développer, mais de l'autre côté, il faut aussi consolider nos affaires puis aller aux priorités du moment qui sont la main-d'œuvre.
D'ailleurs, on le voit, beaucoup d'entreprises comme la vôtre ont des panneaux qui disent on embauche, on embauche, on embauche. Et on le voit, les dernières statistiques nous donnaient un taux de chômage à quoi? 4,6 en Montérégie. Donc, visiblement, ça passe par là. Il faut commencer par régler le problème de main-d'œuvre parce qu'on a bien beau développer, mais si on n'a pas de monde pour faire rouler les entreprises, c'est pas d'avance. Puis on ne peut pas régler ce problème-là de façon isolée. Donc, ce n'est pas l'affaire de chacune des entreprises. Ça doit être des actions concertées. Moi, je dis tout le temps que moi, je comprends bien le problème de main-d'œuvre. On a une population active X, puis on se dit, bien là, il manque de population active, là, en quelque sorte. Donc, comment qu'on en crée, comment qu'on peut aller chercher la population immigrante aussi, qui ont déjà été sélectionnés par le gouvernement. Pourquoi cette population-là s'en vont tous à Montréal? Pourquoi ils ne viendraient pas à Saint-Jean? Ouais. Donc, le lien entre les entreprises et les immigrants nouvellement sélectionnés ou les nouveaux arrivants, pourquoi le lien ne se fait pas? Donc, ce sont tous des problématiques c'est un élément qui a d'ailleurs été amené au dernier conseil municipal où on disait, bien, pour combler les besoins de main-d'œuvre, peut-être que Saint-Jean-sur-Richelieu devrait se montrer plus attrayante pour les immigrants qui débarquent à Montréal puis les amener rapidement par ici. Là. Oui, puis ce que je comprends aussi de la situation, c'est que les immigrants pensent qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, c'est deux solitudes. Je pourrais appeler ça comme ça, les employeurs et les nouveaux immigrants. Donc, il faut qu'il y ait un lien, il faut que la ville ressorte, comme vous dites, soit... Et en matière de développement, je sais que parfois, l'une des frustrations qui est exprimée, c'est le manque d'espace, de terrain disponible. Il y en a, mais les terrains ne sont peut-être pas toujours adaptés ou l'espace requis ne correspond pas toujours au projet en tant que tel, parce qu'évidemment, il y a une limite dans l'espace qu'on a ici. Est-ce que ça, évidemment, c'est comme pas le choix de faire avec, je présume, parce que des terrains, on ne peut pas en inventer. Bien, tout à fait, mais nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Donc, nos entreprises déjà implantées ont un problème de main-d'œuvre. Il faut assurer la survie de ces entreprises-là. D'abord, il faut propulser ces entreprises-là, il faut créer de la richesse et de l'emploi dans ces entreprises-là. Certes, il ne faut pas négliger le fait qu'on va attirer des investisseurs. Et après ça, on pourra approcher de nouvelles entreprises. Bien, oui, puis je pense que tout ça peut se faire en parallèle et on va continuer d'essayer d'être attrayants. Et on travaille sur toutes sortes de projets pour devenir attrayants, comme un pôle innovation, défense, sécurité, qui est un projet extraordinaire qui naîtra là, dans les prochains mois. Mais un des objectifs de ce pôle-là est d'attirer, justement, d'être plus attrayant comme région. Et côté touristique, comment vous voyez un peu le développement? Parce qu'il y a une offre touristique. Évidemment, on a une certaine dualité parce qu'on est beaucoup dans l'escapade. Évidemment, on est proche de Montréal et tout ça. Mais ça aussi, c'est un volet qu'on souhaite développer. Puis, en toute honnêteté, c'est un volet que je vais vraiment porter une attention particulière dans les prochaines semaines. Moi, je suis nouvellement nommée, tout ça. On n'est pas encore rendu là dans nos travaux, mais c'est déjà prévu à l'agenda de traiter ce point-là parce qu'effectivement, on a un potentiel incroyable. Puis, mais c'est de démêler tout ça, puis de avec, entre autres, le pôle de Venise en Québec là, qui se développe. Ah, tout à fait. Là, il y a énormément de potentiel. Tout à fait. Véronique Touga, merci beaucoup, puis bonne chance pour ce mandat. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'Escadron 613. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, et en tant qu'étalon, je suis content de te dire qu'on parle de sport équestre. Oui, on monte à cheval avec Fanny McNeil et Caroline Boucher. Fort intéressant. Oui. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
si vous allez faire un tour au Maxi sur le boulevard du Séminaire ce samedi, 7 avril, de 9 à 15 heures, collecte de bouteilles au profit de l'escadron 613, les cadets ici de Saint-Jean-Iberville. Pour nous en parler, le président, M. James Barnard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que vous gravitez dans l'escadron 613? Ça fait quelques années, 3 ans en fait. Et pourquoi? J'ai 2 garçons et ils se sont inscrits au cadet il y a 4 ans à peu près. Et j'ai été introduit au cadet ici à Saint-Jean. Oui. Bon. Et qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans et qu'est-ce qui a attiré vos enfants peut-être à participer aux activités puis à faire partie des cadets? Oui, bien, c'est une très bonne question. Puis en fait, moi j'ai toujours dit à mes enfants, l'école c'est hyper important, mais ça vous prend une activité parascolaire. Moi, ça ne me dérange pas laquelle, n'importe quoi. Mais si vous ne savez pas quoi, bien, je vais décider ou je vais vous proposer quelque chose. OK. Et je leur avais proposé les cadets. Parce que je connaissais le programme des cadets, puis c'est un beau programme pour les jeunes, là, de 12 à 18 ans. Ils sont exposés à toutes sortes d'activités, des belles sorties, de l'instruction. C'est vraiment un très beau programme. Bon. Et le programme, vous l'aviez découvert comment? Est-ce que vous-même, quand vous étiez jeune, faisiez partie de ça? Vous aviez des amis, des connaissances, de la parenté? Oui, bien en fait, moi, quand j'étais très jeune, quand j'étais jeune, j'ai des amis qui ont été là-dedans, dans les cadets, des cadets de l'air à Trois-Rivières. Je viens de Trois-Rivières. Et j'y étais allé. Puis j'ai fait une couple d'années là-dedans, des cadets de l'air. Oui. Fait que j'avais découvert ça. Mais ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on parle des cadets, puis les gens ne connaissent pas trop ça. T'sais. Puis souvent, c'est associé aux militaires. Probablement à cause de l'uniforme. Oui, l'uniforme. Parce qu'en fait, parce que les cadets, d'abord, c'est un mouvement civil. OK? Ce sont des civils. Mais le militaire est impliqué pour le côté instruction. Et il les habille aussi. Et la mission au travers ça des cadets, bon, oui, je comprends, il y a des activités, tout ça, on apprend des trucs, mais c'est quoi la mission fondamentale des cadets? Oui, la première mission, en fait, c'est de former des bons citoyens. Tu sais, quand on parle d'éducation à l'école, c'est extrêmement important, mais l'éducation de nos enfants est extrêmement importante. Et puis, en fait, on veut faire des bons citoyens. Et on les encadre, on leur donne la formation, on leur apprend le leadership, on leur apprend à travailler ensemble aussi. Dans toutes sortes d'équipes, dans toutes sortes d'activités, où on va valoriser d'abord l'enfant, hein, des enfants de 12, 13, 14 ans. C'est en pleine croissance, en découverte d'eux-mêmes et de tout ce qui les entoure. Bon. Et c'est quoi les types d'activités qui sont appelés à faire durant une année? Oui, bien en fait, ça dépend de l'élément. Donc, nous, on parle des cadets de l'air, mais il y a aussi la marine et les cadets de terre. Donc, ces 3 super éléments, peu importe le corps des cadets, ça va selon l'intérêt fondamental. Donc, ceux qui s'intéressent à l'aviation, ils vont aller dans les cadets de l'air et ils vont apprendre sur les avions, comment ça vole, comment un moteur fonctionne. Ça, c'est des soirées d'instruction régulières, si on veut. Mais sinon, ils vont avoir la chance de faire des tours de planeur, des tours d'avion. Ils ont toutes sortes d'activités aussi. On parle d'activités de survie. On fait des sorties à Québec pour aller voir des musées. On est allé à Ottawa voir les musées là-bas. Une super belle activité qu'on a fait au mois de janvier dernier, c'est qu'on les a amenés à Québec pour un week-end. Donc, on est allé glisser à Valcartier. On les a amenés au bord à parc en soirée pour les glissades d'eau. C'était vraiment extraordinaire. Puis encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Bien, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un programme qui est gratuit, donc les gens qui inscrivent leurs enfants n'ont pas à débourser. Absolument pas. Et c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. Donc, 3 fois par année, on fait une activité quand même assez grande, là. On parle de brunch, donc un brunch l'automne, un brunch l'hiver en février. Et ce samedi-ci, on fait un blitz canette. Donc, on va ramasser des contenants consignés. Donc, on va s'installer dans le stationnement du Maxi. Il va y avoir une grosse vanne de Coke. Il va y avoir des hot dogs aussi pour les gens qui viennent nous aider, qui viennent nous voir. Et on va se promener dans les rues. On invite les gens à venir nous porter leurs bouteilles, leurs canettes. Ça va nous faire grandement plaisir. Et c'est une activité pour nous qui est très bénéfique, là. On va amasser quand même beaucoup d'argent. Et je dois vous dire que dans une année, nous, on doit amasser à peu près 12 000 pour financer toutes les activités qu'on doit faire. Et le reste du financement vient d'où? Bien, le reste du financement, on vend des lotos cadets. Donc, c'est des billets de loterie qu'on vend là, dans la province du Québec par tous les escadrons. Ça, c'est un gros moyen aussi de financement. Et sinon, c'est aux escadrons, c'est à chaque unité de faire leur propre campagne de financement. Bon.
puisqu'on vulgarise, parce que vous disiez tantôt, effectivement, c'est un mouvement civil. Oui. Et même si les gens l'associent peut-être au volet plus militaire, quoi qu'en bout de ligne, les gens qui sont dans les cadets font pas carrière dans le monde de la défense nationale nécessairement. Là. Non, mais pas du tout, en fait. Puis si on regarde les statistiques, 98 des cadets ne continuent pas dans les forces. Puis il y en a qui le font, puis c'est très, très bien, parce que les forces, c'est très bien aussi. Mais c'est pas nécessairement ce qui attire les cadets. Les cadets sont dans les cadets pour toutes les activités, toute la chance qu'ils ont d'avoir. Tu sais. Et quelle est la différence avec le mouvement scout et les cadets? C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est... En fait, c'est les scouts, les guides aussi pour les filles. Là, je ne sais pas si c'est rendu mixte, mais avant, les scouts, c'était les gars, les guides, c'était les filles. Ouais. Dans les cadets, c'est égal. Hein? C'est mixte. C'est mixte, puis je vous dis que à notre escadron, c'est presque moitié-moitié. Ah, ouais. Il y a autant de filles que de gars. C'est extraordinaire. Puis je trouve que les filles, là, ils ont de l'énergie, c'est super positif, ça donne vraiment une belle dynamique. Et vous avez combien de jeunes actifs là, ici, à l'escadron? On a à peu près 75, Quand même. à peu près. Mais ça fluctue. On dirait que d'année en année, des fois, là, on peut descendre à 60, des fois, on va être à 100. Tu sais? Ah, ouais. Mais là, en ce moment, on est à 75 à peu près. Toute une belle gang de jeunes. Et à quel endroit tenez-vous vos activités ou vos rassemblements en ce Oui. moment? Pour l'escadron 613, c'est au garnison de Saint-Jean, donc sur la base. Donc, nous, on a vraiment une très, très belle chance parce qu'on a un grand local. Écoute, on a un gymnase, là. On a de la place en masse, on a des salles de cours. Donc, on a vraiment une super chance ici à Saint-Jean. Et là, les jeunes se rencontrent à quelle fréquence? Donc, obligatoirement, on se voit une fois par semaine, le mardi soir de 6h30 à 8h30. Donc, au minimum, le jeune, il se présente là une fois par semaine pour la soirée d'instruction qu'on appelle. Et le mardi, une fois par mois, ça va être une soirée d'instruction. Donc, apprendre comment vole un avion, comment fonctionnent les moteurs, de l'instruction dans ce genre. Une fois par mois, c'est une soirée sport. Donc, on va au PSP. Donc, il y a un grand gymnase, il y a une piscine. Donc, c'est une soirée sport. Il y a une fois par mois, on appelle ça la parade du commandant. Puis là, c'est un peu de marche parce qu'en fait, on les expose au protocole international. Puis ça, c'est, tu sais, quand on les voit, les cadets marcher, on les expose à ce protocole-là. T'sais. Fait qu'ils vont avoir connu ça. Donc, c'est ça. C'est une belle chance pour eux. Et en quoi la discipline ou le leadership est finalement profitable pour ces jeunes-là dans les... Ça va les suivre là, dans leur vie de jeunes adultes. Là. Oui. Mais en fait, tout tourne autour du respect. Hein? Quand on travaille avec des gens, quand on est dans des groupes, il faut qu'on apprenne à écouter, puis il faut qu'on apprenne aussi à s'exprimer. Hein? C'est ce qui fait des bonnes équipes de travail. Et ça s'apprend dès un jeune âge aussi. Puis nous, dans l'escadron, dans les cadets, on a des jeunes qui viennent de toutes sortes de familles. Tu sais, des familles qui sont super, puis des familles qui c'est plus difficile, c'est pour plein de raisons, tu sais. Mais quand ils arrivent aux cadets, tout le monde est pareil. Et l'uniforme, ça sert un peu à ça aussi. Tu sais, ils sont tous dans le même uniforme, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est pareil. Puis là, il y a des grades, il y a des formations qu'ils peuvent aller chercher, donc des récompenses. On parlait de scout tantôt, c'est la même affaire. Ils ont tous le même chandail, puis ils vont chercher des trucs, là. Des chevrons, des chevrons. Bien, des chevrons, ça, c'est des grades, si on veut. Dans les scouts, c'est d'autres choses. Donc, des habiletés en couture, des habiletés en canotage, des habiletés. Tu sais, c'est des choses qu'on va chercher. Et ça valorise les jeunes, puis ça les incite à trouver des trucs qui les intéressent. Tu sais. Donc, c'est toutes des récompenses, c'est des stimuli pour les amener à explorer, à se découvrir. Donc... Et quand vous regardez l'effet sur vos propres enfants? Oui, bien, c'était très bien. Moi, mon plus vieux, la première année, c'était bien. Je ne savais pas trop dans quoi il s'embarquait. Puis, mais c'est un côté il est plus artiste, mon plus vieux. Donc, lui, il a fait 3 ans et demi, puis après ça, il dit, « Papa, j'ai donné. Là, j'aime la guitare. Fait que j'ai dit, « Mon gars, je t'ai toujours dit, activité parascolaire, tu choisis. N'importe quoi. Mais si tu ne sais pas quoi, mais je vais te proposer, je vais t'amener là. » Puis là, dernièrement, il a choisi la guitare. Puis là, maintenant, c'est jeudi soir, c'est soirée de guitare. Parfait. Et le deuxième, lui? Le deuxième est encore là-dedans, il est dans sa 2e année. Puis lui, il vise les ailes de pilote. Parce que dans les cadets de l'air, ils ont la chance d'aller chercher leurs ailes. Donc, à 16 ans, un jeune de 16 ans peut aller chercher un brevet de pilote, de planeur à 16 ans et à moteur à 17 ans. Puis ça coûte rien. Mais ça, c'est drôlement avantageux parce que j'ai déjà reçu ici à l'émission des gens qui étaient devenus pilotes et puis et c'était grâce en grande partie au programme des cadets. Là. Bien oui.
Absolument. Absolument. Parce qu'on sait comment c'est drôlement coûteux, évidemment. C'est très dispendieux, exactement. Quelqu'un qui veut devenir pilote. Oui. Alors que si on commence très, très jeune, même on a déjà vu, c'est un peu à la blague, mais déjà vu des jeunes qui pouvaient piloter un avion, mais qui n'avaient pas de permis de conduire automobile. Bien, exactement. Aujourd'hui, à 16 ans, ça prend un an, ça? Oui, c'est assez long. C'est long. Mais à l'été de leurs 16 ans, ils peuvent avoir leur Ils peuvent être brevet. pilote d'avion avant d'être pilote d'une voiture. C'est quand même spécial, mais c'est ça très pareil. spécial, c'est ça pareil. Donc, le rendez-vous est donné, on le répète, ce samedi, 7 avril, chez Maxi, sur le boulevard du Séminaire, de 9 à 15 heures. Collecte de bouteilles, de canettes, évidemment, au profit de l'escadron 613 des Cadets de l'air de Saint-Jean-Iberville. Donc, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour, Babillard quotidien. Le conseiller municipal du secteur Vieux-Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, Marco Savard, rencontre ses citoyens ces jours-ci, mais voici quand même son adresse courriel, m.savard@sjsr.ca. Évidemment, on parle bien sûr de l'avenir des golfs, donc il veut vous entendre là-dessus. Chaque semaine, on vous présente d'ailleurs des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.